Bonjour à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Bonsoir Patrick. François. Et bonsoir celui qu'on ne voit pas, Michel. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Michel. Non, on ne me voit pas, moi. Non, non, on t'a caché. François, comment tu te sens Oui. ce soir pour ta première? Un peu stressé, c'est normal. Il faut toujours du stress. Bien. Alors, un petit mot sur François qu'on découvre. Bon, François, après de brillantes études, a choisi de se tourner vers le bridge. Et il enseigne au Bridge Club Saint-Honoré à Paris, je crois. Oui, tout à fait. J'ai la chance de pouvoir travailler dans ce club que je pense est connu un petit peu partout, même en France. Et je m'occupe des premières et deuxièmes années. Je suis spécialisé dans les débutants. Spécialisé, d'où ta présence ce soir. Mais j'ai appris que tu avais plusieurs cordes à ton arc, puisque tu es également préparateur mental. Alors j'avoue que là, tu nous dois quand même quelques explications rapides, mais il faut nous expliquer comment ça se passe. Oui, c'est un mot qui fait un petit peu peur. Je suis préparateur mental du sport. C'est tout simplement la gestion des émotions pour les joueurs de tennis, historiquement. Comment, entre 2 points au tennis, ou avant un match, ou à l'entame d'un troisième set, on arrive à passer d'une émotion potentiellement négative en un minimum de secondes à une émotion positive. Et c'est des choses que l'on peut dupliquer dans toute activité. Et j'ai eu la chance de pouvoir le dupliquer au bridge aussi. Après un mauvais coup, après une mauvaise donne, comment en quelques secondes revenir dans un état émotionnel optimal, propice à la performance. Essayer un petit peu de... Oui. Tu t'étais occupé de l'équipe de France Dames en Chine, c'est ça? Oui, voilà, j'avais une expérience intéressante avec l'équipe de France Dames, mais j'espère avoir de nouvelles expériences avec des bridgers, parce qu'effectivement, c'est très utile de pouvoir gérer ses émotions dans tout type de compétition. Voilà. J'ai bien compris, avant, tu t'es préparé mentalement pour le quiz? Ah, on va voir ça. Écoute, on peut rentrer dans le vif du sujet, si tu veux, on est là pour jouer. Hein. Voilà. Alors, un petit rappel, si à l'issue de chacune des questions, pendant que François vous les présente, vous avez la possibilité de voter. Et pour voter, il faut taper soit 1, soit 2, soit 3, soit 4 dans le chat. Mais pour que vous puissiez voter, il faut créer un compte. Et c'est gratuit. Vous créez un compte, c'est anonyme. Et vous cliquez sur suivre, surtout pas sur abonnement. Voilà, parce que c'est gratuit si on clique sur suivre, c'est ça. Si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave. Vous prenez une petite feuille de papier, vous notez vos scores, parce je vais rappeler les règles du jeu avec Patrick. Vous notez vos scores sur une feuille et on fera la somme à la fin. Hein. C'est ça. Donc le total 200. Oui, il y a 9 questions. 9 questions. On joue pour des couronnes. Alors je crois que la majorité des gens qui nous regardent ont l'habitude. On peut dire des points aussi. Donc 9 questions, 10 points, 20 points, 30 points, 10 points, 20 points, 30 points, 10 points, 20 points, 50 points pour la dernière. Pour le bouquet final. Bon, je te propose de commencer. On passe à la première question? Oui, volontiers. Non, n'oublie pas le sondage. Ah ben voilà. Et oui. Merci donc, Michel. quelque chose quand même. Bah oui. Alors Zach, on peut envoyer le premier sondage s'il te plaît pour voir d'où vous venez. On va voir si la région parisienne est présente en force. Alors, il faut appuyer sur la touche 1. Alors, vous tapez 2, soit 3, 1, soit la 2, région soit dans 3. laquelle vous habitez. Voilà. Après, il y a quelque chose qui s'appelle le CEF au bridge. Hein. Je pense que les explications seront les mêmes selon votre région. Voilà, donc on va passer peut-être au deuxième sondage. Il y a un peu plus de 30%, donc les Parisiens sont majoritaires. C'est souvent le cas, mais ta présence a peut-être participé à la venue de nouveaux auditeurs. J'espère, quelques élèves fidèles. Donc le deuxième sondage, en fonction de votre classement. Ça, c'est intéressant, parce que ça nous permettra de nuancer un petit peu le propos. Toujours le même système, en fonction de votre classement,
vous cliquez entre 1 et 8. Mais normalement, 8 et 7 À part les devrait en avoir peu, voire même pas du tout, euh, puisque c'est pas adapté pour le quiz de ce soir qui est destiné aux joueurs débutants ou peu confirmés. Ça me fait penser à BBO, les gens qui se déclarent experts alors qu'ils débutent le bridge. Là, on va voir si on a des premières séries qui se sont inscrits au quiz débutant, des éternels modestes. Ça peut les aider à reprendre le moral. Voilà. C'est noté. Bien, eh ben, écoute, bonne nouvelle. Nous avons 50% de nos auditeurs, en tout cas ceux qui ont répondu au sondage, qui sont des quatrièmes séries mineures. Donc, quatrième série mineure et quatrième série majeure représentent une très grosse partie de nos auditeurs ce soir. C'était le but, c'est formidable. Cette fois, je crois qu'on peut attaquer la première question. Avec plaisir. Première question qui est une question d'enchère. Vous avez 3 mains, entre 12 et 14 points. La main A, la main B, la main C. Et il s'agit de voir si avec cette main-là, vous produisez les enchères que l'on a sous les yeux, à savoir l'ouverture d'un trèfle, qui est, je pense, indiscutable. Le répondant, on ne voit pas sa main, dit un pic, et vous faites une redemande de l'ouvreur à un sans atout. Alors, on peut lancer les votes. Vous pouvez voter dès maintenant, en appuyant sur les quatre propositions. La proposition 1 qui consiste à dire que on aurait produit cette enchère, cette redemande à un sans atout avec les mains A, B et C. Vous avez compris, je pense, le principe. Je vous laisse réfléchir. Et pour 10 couronnes, pour 10 points, se mettre en jambe. 10 points, pas trop difficile à gagner. Voilà, 15 secondes pour voter. On rappelle quand même que, compte tenu de, comme c'est le niveau débutant, les commentaires et les réponses sont faites pour des joueurs qui pratiquent le bridge depuis 2, 3, 4 ans. C'est pas peut-être des joueurs de plus haut niveau et plus expérimentés auraient fait d'autres réponses, parfois, pas toujours, mais parfois. La question 1, Patrick, méfie-toi. Hein. Il y aura des petites difficultés plus tard. Mais même celle-ci, Ce serait pas drôle. c'est faux. Bon, on peut afficher le barème. Les votes sont clos. Zach aux manettes, si tu veux afficher le barème. Voilà la bonne réponse, qui valait 10 points, 10 couronnes, était la réponse A et C. Alors vous voyez dans le barème, on a une petite tendresse pour la réponse A, qui vaut 7 points. 7 couronnes, la réponse A, parce que c'est la main du livre. On a une main entre 12 et 14 points régulière. Pas de fit à pique, il faudrait 4 cartes. Donc c'est vraiment la main du livre. Donc répondre A valait 7 points. Répondre B uniquement, ce n'était pas une proposition, parce que vraiment, faire une redemande de l'ouvreur à un sans atout avec un singleton, c'est interdit. La redemande de l'ouvreur à un sans atout garantit une main régulière. Donc ce serait une horreur absolue. On n'a pas voulu proposer la main B pour mettre une note associée à 0 points, hein. Mais vraiment la main B, on ne la regarde même pas. La petite finesse, c'était peut-être la main C, parce que regardons la distribution de la main C. Vous voyez, Dame 7 de pique, 4 cartes à cœur. Nous avons une main 5-4-2-2. Alors ça, c'est pas la main régulière du livre, hein. C'est même pas une main régulière. Dans le jargon, on appelle ce type de main 5-4-2-2 des mains semi-régulières. On a 2 doubletons. Mais quelle pourrait être, Patrick, l'alternative à la redemande à un sans atout? On ouvre d'un trèfle. On aurait envie de dire de cœur comme ça, spontanément. Et on aurait envie de dire de cœur, mais on n'a pas le droit. On doit se taper sur les doigts, parce qu'effectivement, ce serait un bicolore cher qui garantirait 18 HL. 18 à 23 HL, on est loin du compte. Donc on traite cette main semi-régulière
comme on peut, et un sans-atout ne présente pas d'inconvénients. On a des honneurs dans nos doubletons, mais il n'y avait pas d'alternative tolérable. Voilà. Donc A et C, 10 points bien mérités. La réponse A uniquement, c'était déjà pas mal. Parce que la main C, c'est pas la main régulière du livre. Mais il n'y avait pas mieux. Je peux juste dire un petit truc sur la main B, peut-être que si vous faites une redemande à un sans-atout en se disant mon partenaire a nommé les piques, j'ai un 5 de tombe, on peut rappeler que Nord, s'il a 5 cartes à pique, c'est le seul cas où en réponse il va répéter les piques. Donc il va dire 2 piques s'il a 5 cartes, pensant trouver 2 ou 3 cartes à pique en face. Et je crois qu'il sera très déçu quand il va découvrir le mort avec ce magnifique 8 de pique. Il risque de jouer en 5-1, la Bérésina. Tu fais bien de le rappeler, parce que Nord a l'obligation de répéter ses piques avec moins de 11 points dès qu'il en a 5. Il ne faut pas attendre d'en avoir 6. Justement parce qu'on a promis une main régulière en Sud. Moi, pendant des années, quand j'avais 5 cartes à pique à la place de Nord et 7-8 points, admettons, eh bien pendant des années, les lundis, je mettais 2 piques, les mardis, je passais. Bon, j'ai des piques bonnes, j'ai des piques beaux. Il faut systématiquement répéter ces piques 5e. Parce qu'on ne peut plus retrouver le fit. Si on passe sous silence ce 5e pic, un jour sur deux, on passera du fit à pic. Là, on n'aime pas passer à côté du fit en majeur. Et bon, quand on a une main qui est faible, avec des petites cartes à pique, on peut produire un petit peu des atouts. On peut faire des levées. Exactement. En parlant de ça, tu nous as trouvé la transition pour la deuxième question, Patrick. Le but du bridge, c'est de faire des levées. Alors, voilà, Zach, si tu peux lancer donner la possibilité aux gens de voter, on va présenter la deuxième question. C'est une question de jeu de la carte, qu'on appelle les maniements de couleurs. Les données du problème, vous devez manier cette couleur. À chaque fois, ça se ressemble étrangement à les cœurs, les trèfles, les piques, pour faire un maximum de levées. Vous avez communication illimitée. Vous pouvez partir de nord, vous pouvez partir de sud. On vous donne la possibilité de remonter en nord pour refaire quelque chose, éventuellement. Et la question est la suivante. Faut-il partir du valet dans la configuration A? Faut-il partir du valet pour faire un maximum de levées dans la configuration B et dans la configuration C? Peut-être qu'il faut partir toujours du valet, peut-être que uniquement dans la A, dans la B. On vous laisse réfléchir tranquillement. Et pendant que vous réfléchissez, je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, il suffit de l'écrire dans le chat. Et François se fera un plaisir d'y répondre. Et à propos de cette donne, vous pouvez remonter au mort quand vous voulez, tant que vous voulez. Pas seulement une fois. Ah oui. Pas de problème de communication. Communication illimitée, ça dans les problèmes de maniement de couleurs, c'est le postulat. Vous avez pris un forfait max pour les communications. On va laisser encore 15-20 secondes, Zach. C'est quand même la terreur des bridgeurs, les maniements de couleurs. Ah oui, c'est effrayant. C'est effrayant. Mais parfois, on fait le mauvais maniement, Michel, et il s'avère c'était le bon sur la donne. Eh oui. C'est pourquoi au bridge, parfois, on peut battre parfois des le crime paye. On a la chance au bridge de pouvoir battre un champion une fois de temps en temps. C'est pas possible au tennis. Et pendant que nos auditeurs terminent le vote, je te propose de répondre à une question qui a été posée sur la première main, parce que tu as bien expliqué que sur la main B, il ne fallait pas dire un sans atout, mais on a oublié de dire ce qu'on devait dire. Ah, c'est très bien. Bien, on ne pouvait pas parler de sa deuxième couleur. On avait une main bicolore. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait 5 trèfles. C'était la main B, avec le 5 de ton pique. Oui, on avait une main bicolore. On était 5-4-3-1. On avait 5 cartes à trèfle, 4 cartes à carreau. Mais pour nommer ces carreaux qui étaient plus chers que les trèfles, il fallait également les fameux 18 points. C'était un bicolore cher. Donc on ne pouvait malheureusement pas décrire sa deuxième couleur naturellement. Très bonne question. Et on va dire donc. Note. On va dire 2 trèfles, donc.
Exactement, on répétera ces traits de cinquième. Ce sera le plus petit mensonge, entre guillemets. Dire un sans atout était un mensonge intolérable avec un 5 de ton. Bon, ben, je crois que le vote est terminé. Voilà, alors c'est intéressant de voir que finalement, il n'y a que 10% des votants qui ont la bonne réponse, puisque la bonne réponse, quand faut-il partir du valet avec ces configurations de cartes? La bonne réponse était jamais. Alors on va regarder cette question piège assez intéressante. Déjà, on va dire qu'on n'est pas du tout content pour ceux qui auraient dit toutes, parce que regardons la question C, la main C. Partir du valet, c'est du gaspillage d'honneur. Au bridge, on essaie de faire un maximum de levées. On essaie de faire des levées avec des cartes qui ne sont pas maîtresses, mais qui sont intéressantes. Regardez la C. On a la C le roi, le valet, il manque la dame. Quelle carte a-t-on envie de faire? Le valet. Bah pour le faire, il ne faut pas partir du valet. Partir du valet, c'est le gaspiller. Il faut jouer, d'une manière générale, hein, vous le savez, vers les honneurs qu'on a envie de faire. Donc à la C, pour les personnes qui auraient répondu que dans tous les cas, il fallait partir du valet, on n'est pas très content que vous ayez inclus la C. On va parler un tout petit peu de la A, qui n'est pas inintéressante. Bah, la A, on a le même écueil. On gaspille le valet en partant du valet. Et pour faire une impasse forçante, vous savez, faire une impasse forçante, c'est ça, hein, partir du valet. Je pars d'un honneur en espérant que l'honneur manquant soit bien positionné avant ma fourchette. Mais encore faut-il avoir les cartes intermédiaires et les cartes justement qui suivent le valet, soit au mort, soit dans sa main. Et où est le 10 de cœur dans la main A? Où est le 9 de cœur dans la main A? On les a pas. On n'a pas le 10 de cœur, on n'a pas le 9 de cœur. Donc, à la question A, non, pour faire un maximum de levées, alors on aime les impasses, hein, on peut faire une impasse. On ne pourra pas la reproduire. Si on fait petit cœur vers la dame, Michel nous disait, on a communication illimitée. Donc, oui, une impasse, si elle marche, on la refait. Malheureusement, on ne pourra pas la refaire. Parce que l'absence de ce 10 de cœur fera cruellement défaut à la main numéro 1. Par contre, la main B, je pense que c'est là, Patrick, où on a piégé un maximum de personnes. Qu'en penses-tu? Oui, je pense, parce que la présence du 10 nous a appâtés et nous a laissé, à juste titre d'ailleurs, miroiter des possibilités supérieures aux deux autres mains. Exactement. Un conseil qu'on peut vous donner avant de manier une couleur, déjà, c'est d'être gourmand et de vous poser la question suivante. Suis-je en mesure, avec les cartes configurées telles qu'elles le sont, suis-je en mesure de faire toutes les levées? Je trouve que c'est une question moi, que je me pose personnellement. Vous voyez, avec la main A, par exemple, quand on se pose cette question, la réponse honnête consiste à dire non, même le meilleur joueur du monde ne pourra pas faire 4 levées avec la main A. Le but, c'est d'en faire le maximum possible. Avec la main C, c'est la même chose. Est-il possible de réaliser les 4 levées pique? La réponse est non. Même si une dame de pique venait à s'écraser parce qu'elle est seconde, il y aurait un 10 de pique quatrième qui résisterait chez le partenaire. Mais la main B, si Zach peut afficher le petit diagramme qu'on a prévu en complément de réponse pour bien visualiser les choses, regardez ce qui se passe avec la main B, bien trompeuse, hein, qui nous donne envie de partir du valet. On part du valet, Est docilement va couvrir, honneur sur honneur, il se doit de jouer le roi. On prend de l'as, valet, roi, as, la dame le 10, c'est le 9 d'ouest, le 9 adverse serait promis. En fait, quand il y avait le regretté Robert Bert qui expliquait que pour faire une impasse forçante, il fallait un nombre de cartes équivalentes qui était supérieur au nombre de cartes de la main la plus longue. Donc oui. On voit bien ici qu'on a l'as, la dame, le valet et le 10, qui fait 4 cartes équivalentes en dehors du roi. Et évidemment, on ne peut pas partir du valet, parce que si le valet est couvert par le roi, eh bien... Et alors, en quoi consistait le bien joué, Patrick? Comment bien jouer? Il faut éviter de se faire capturer un honneur comme ça. Et, en fin de compte, très souvent, les impasses, pour beaucoup de joueurs, il s'agit de capturer l'honneur manquant, alors qu'en réalité, une impasse consiste à éviter l'honneur manquant.
Donc, on a dit maniement, communication illimitée. Donc, je pars d'une petite carte pour ne pas gaspiller le valet. Est jouera petit en second. On passe notre 10, qui fait la levée. Eh bien, le plus intelligent, puisque là, on peut refaire l'impasse, on peut la réitérer. Une impasse qui marche, on la refait. Eh bien, par une communication externe, on retourne au mort et on représente un petit trèfle pour réitérer l'impasse. Le roi tombe dans le vide et on fera nos 4 levées. Il faut noter d'ailleurs que si la couleur avait été répartie 3-3, c'était une équivalence, que vous partiez 2 fois petit ou partiez du valet, mais justement pour l'exemple qui est affiché ici, on voit bien qu'il est souhaitable de partir 2 fois petit vers la fourchette. On adore que les honneurs adverses tombent dans le vide. Dans le jargon, on dit un honneur qui tombe dans le vide, c'est un honneur qui ne capture pas un des nôtres. Alors quand on part d'un honneur, malheureusement déjà, on le gaspille bien souvent. Tu voulais ajouter quelque chose, Michel? Oui, je voulais dire que partir du valet dans ce cas-là c'est une bêtise qu'on faisait souvent, une petite bêtise, parce que la plupart du temps, on n'a pas toutes les communications. Alors, on dit, on va bien s'en arranger, on va espérer que ce roi va pas écraser notre valet et qu'on va promouvoir le 9. Mais en général, mais quand même, dans la perfection, quand on a toutes les communications, eh bien, il faudrait éviter de gaspiller le valet pour ne pas promouvoir le 9 de l'adversaire. Oui, effectivement, si on manquait de communication, ce serait dommage de ne pas pouvoir réitérer l'impasse. Et cette petite imprécision de partir du valet dans cette situation sera parfois ce qu'il faut faire. Faute de communication, c'est tout à fait juste. Voilà, on est content de vous avoir piégé. On va pouvoir passer à la question 3. Pour 30 couronnes cette fois quand même. Voilà, pour 30 couronnes, c'est censé être plus difficile, hein, attention. Alors là, c'est une donne de défense. On peut lancer les votes, mais ça mérite quand même quelques éclaircissements d'énoncés. Donne de défense, vous êtes assis en est, avec la main comportant 4 cartes à pique, là. Les adversaires ont produit la séquence d'enchères que vous avez sous les yeux. Nord ouvre d'un carreau, Sud répond un cœur, Nord répète ses carreaux, Sud conclut à 300 appuis. Votre partenaire, en ouest, on ne voit pas sa main, il entame du valet de trèfle. Donc on découvre le mort en or. Évidemment, vous allez prendre du roi de trèfle, mais il va s'agir de faire un plan de jeu en défense. On ne fait pas tout le temps. Donc les adversaires jouent 300 atouts. Vous êtes en est, à l'issue de la première levée, au roi de trèfle, et vous allez réfléchir à la carte que vous allez rejouer à la deuxième levée. Les 4 propositions, 1, 2, 3, 4, rejouer l'as de cœur, rejouer le 3 de pique, jouer l'as de trèfle, ou rejouer le 5 de cœur. On vous laisse réfléchir tranquillement. Pensez à bien analyser les enchères adverses. Pensez à bien analyser la carte d'entame de votre partenaire, le valet de trèfle. Ça peut vous aider. Avec plaisir. Ils jouent 300 atouts, hein. Ils ont au moins 25 points. Ça, c'est marrant, moi j'ai 15 points. Quelles sont les forces en présence? C'est des questions éventuellement intéressantes aussi. Avant de rejouer quoi que ce soit. On peut rappeler que quand on est en flanc, on joue également un contrat. Hein. Et ici, le contrat du flanc, c'est essayer de faire 5 levées, qui permettrait de mettre en échec le déclarant. Exactement. Donc, vous devez, comme vous le faites en tant que déclarant, bâtir un plan de jeu. Pas essayer d'imaginer. Exactement. Tu vois, là, moi, je me vois déjà à la tête de 4 levées. Hein. Je pense que c'est bien parti pour faire shooter. Comment t'as fait pour trouver 4 levées, là? Je tire mes as et mes rois. Prendre petite seconde pour voter. Il y a beaucoup de réponses. 3, 3, 3, 3. As de trèfle. Vous avez été bien formés. On rejoue dans la couleur du partenaire.
On appelle ça comment dans le milieu? C'est le syndrome de la femme battue, je crois. C'est une vilaine expression. Rejouer dans la couleur du partenaire. Je devrais avoir des droits d'auteur. Ah, c'est toi, Michel? Ouais, c'est pas joli, joli. Hein. Ouais, je trouve pas ça très joli, Michel. Hein. Non, je sais que c'est pas terrible. C'est les gens qui ont peur. Moi, je joue avec Michel, je rejoue dans ta couleur d'entame. Hein. J'ai peur de me faire engueuler. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, on va clore les votes. Voilà. Et on va afficher le barème. Ah, c'était pas l'as de trèfle qu'il fallait rejouer, c'était cœur. Alors on va décrypter tout ça. Votre partenaire, vous voyez, on voit les 4 jeux, a entamé du valet de trèfle. Le mort s'est étalé en or. On avait as-roi petit. Déjà qu'il y a la dame de trèfle, on sait que c'est le déclarant. Si on se souvient bien des enchères, un carreau en or, un cœur, 2 carreaux, 300 atouts. La deuxième enchère lui répondant était 300 atouts. Rien de pressé à conclure à 300 atouts. Mais ce faisant, en concluant à 300 atouts, Sud est en train de nous raconter qu'il a un arrêt à pique et un arrêt à trèfle. Et c'est un joueur sérieux. Donc la dame de trèfle, il l'a. Il aura un arrêt à pique. Et en termes de points, eh bien, les adversaires jouent 300 atouts. Ils sont censés avoir 25 points. Nous-mêmes, on en a 15. Alors, si on regarde bien le mort qui avait ouvert d'un carreau, je crois qu'il y a 11 points d'honneur au mort. Alors, très HL, hein, Nord avait bien fait d'ouvrir. Il a 11 points d'honneur, mais 2 petits points de longueur qui l'amènent à 13 HL. Il a ouvert d'un carreau, c'est normal. Le partenaire avec au moins 13 points, c'est 10, 12 et 13, 25. Tout est normal, si ce n'est que ça laisse la place à mon partenaire, ouais. Ça ne lui laisse la place que d'avoir un seul point, pour tout et pour tout. Je sais, vu de ma place en Est, que mon partenaire Ouest a 0 point ou 1 point. C'est ce qu'on appelle le compte de points. Essayez de le faire systématiquement quand le mort s'étale. Vous comptez vos points, vous regardez ce qu'ont promis vos adversaires en nombre de points pour déduire combien de points à votre partenaire. C'est très aidant. Voilà, il y avait la place pour 1 ou 2 points en l'occurrence. Comment réfléchir alors, Patrick? Tu te lancerais sur quelle piste tu égard à ces données? Moi, quand je vois cette belle longue à carreau et que si je suivis tes conseils, je devine assez aisément que le roi de carreau est détenu par le déclarant, je peux imaginer ce que va faire le déclarant, c'est-à-dire qu'il va essayer d'établir ses carreaux assez rapidement. Voilà, je sais que je vais reprendre la main quand même, hein, avec l'as de cœur, l'as de carreau, il faudra bien quand même que je reprenne la main. Mais ce que tu es en train de trouver nous la dire, c'est quatrième levée. Bah c'est ça, il faut trouver la 5e levée. La 5e. Exactement. On sait que le déclarant va franchir ses carreaux et qu'il faut agir maintenant. Quelle est la carte de rêve chez ton partenaire qui puisse perchuter? Parce que la dame de trèfle, il ne l'a pas, hein, c'est cousu de fil blanc. Tu sais que valet de trèfle, tu surprends du roi, tu joues l'as de trèfle, les petits trèfles pour les affranchir. Sud a repris la main. Il affranchira ses carreaux, tu seras en main à l'as de carreau, tu pourras plus en jouer trèfle, hein, de toute façon. Non. Donc il faut essayer de trouver la carte un petit peu miracle que le partenaire est susceptible d'avoir, puisque ce n'est pas la dame de trèfle, qu'est-ce que ça peut être? Surtout quand je vois roi dame de cœur sec, je me dis que peut-être un petit valet de cœur, ça serait sympathique. Eh bien, c'est ce valet de cœur auquel il faut rêver. C'est la beauté du bridge. La défense, c'est un domaine du jeu très abstrait. Vous voyez toutes les questions qu'il faut baliser avant d'arriver à la solution qui consistait à jouer cœur. Alors, on aurait pu mettre le 5 de cœur, 30 points, l'as de cœur, 30 points. On a simplement mis l'as de cœur, 28 points, parce qu'on peut jouer l'as de cœur en se disant, tiens, je ne sais pas trop quoi faire par la suite. Ça me paraît être le bon flanc. Mais effectivement, en partant d'un petit cœur, l'as de cœur, c'était équivalent, hein, mais le joueur qui part petit cœur, on voit bien où il veut en venir. Il veut que le mort prenne la levée de la dame, et il sait que dès qu'il sera en main à l'as de carreau, eh bien, il jettera son dévolu sur as de cœur qui écrase le roi, et je joue cœur en espérant que mon partenaire ait le valet. C'est bien, mais bon, on comprend, hein, pour nos auditeurs qui jouent depuis peu de temps, on leur a souvent dit qu'il fallait rejouer dans la couleur pour établir la longue du partenaire. Mais ici, il faut que vous arriviez à diagnostiquer que votre partenaire a très peu de points, très peu de jeux, et que malheureusement, même si vous établissez ses trèfles, comme il ne détient pas la dame de trèfle, eh bien, l'espoir de trouver une 5e levée, eh bien, ne réside pas dans les trèfles, puisque vous-même, vous n'en détenez que 3. Bravo pour ceux qui ont trouvé le retour à cœur.
Alors attention quand même, parce que vous allez jouer un petit cœur. L'adversaire va prendre avec la dame de cœur, va affranchir ses carreaux et vous allez prendre l'as de carreau. Avant de jouer as de cœur et cœur pour le triomphe du valet, pensez quand même à tirer le roi de trèfle, parce que si par hasard le déclarant avait la dame seconde et votre partenaire toujours avec son point en avait 6, eh bien par extraordinaire, à ce moment-là, cette fois-ci, tous les trèfles passeraient. Donc, comme ça, vous prendrez au moins la deuxième chance après, puisqu'après, il faudra absolument qu'il ait le valet de cœur, sinon le déclarant aura ses 9 levées. C'est très très bien. Ça serait dommage d'attaquer les cœurs alors qu'on avait 6 cartes à prendre, voilà. Mais on peut les prendre au tour suivant, oui. Il y a 3 moments importants en défense pour conclure autour de cette question qui était très difficile. C'est la lecture de la carte d'entame. Lecture de la carte d'entame, déjà, ça vous mettez sur la voie de la solution. L'analyse de la première levée. Et effectivement, la première des fausses, là, c'est pas le cas. Fallait vraiment, on faisait chuter ce contrat tout de suite ou jamais. Mais vraiment, c'est 3 moments importants en défense. Vous avez un déclarant qui joue très très vite. À l'issue du premier pli, il ne faut pas retourner votre carte. Vous laissez votre carte en défense face visible et vous prenez le temps d'analyser la première levée. Pour le déclarant, c'est facile, lui, il voit sa complémentarité des cartes avec celle du mort. Un défenseur aguerri, à l'issue de la première levée, il ne retourne pas sa carte. Il essaie de tirer un maximum de déductions, parce que ne pas les tirer peut être trop tard et rédhibitoire. On enchaîne avec la 4 ? Oui. Ah, un petit peu d'enchère. On sait ce que c'est ce que vous... Enfin, moi, d'expérience, je sais c'est ce que préfèrent les élèves. Parfois, on fait des cours entiers de jeu de la carte, et à la fin, ils viennent nous voir en disant « Et au fait, alors au niveau de l'enchère de la question 3, donc là, on a une donne d'enchère. Nord va nommer la manche à chaque fois. Vous voyez, Nord fait une enchère à 4 piques. Cela a l'air d'être une fermeture, en général, quand on nomme la manche. La question est la suivante. Dans laquelle de ces 3 séquences, A, B et C, Sud peut-il continuer alors à investiguer le chelem, puisqu'on a l'air d'être fité dans chacune des séquences. Dans lesquelles de ces 3 séquences, Sud a-t-il le droit, alors le droit légal, on a toujours le droit légal, mais Sud peut-il avoir des mains avec lesquelles poser le Blackwood, par exemple? Première séquence, 1 pique, 4 piques. Vous les avez sous les yeux, je pense. On vous laisse réfléchir tranquillement. Alors, juste un petit mot à préciser, 2 trèfles est fort indéterminé dans la séquence qui est mise là. Oui, alors si tout le monde n'a pas appris, effectivement, la main C, cette ouverture de 2 trèfles, c'est la main fort indéterminée qui abrite soit une main régulière 22-23, soit, d'après la séquence qu'on a sous les yeux, une main unicolore à pique de 20 à 23 HL ou 8 levées de jeu ou 8,5 levées de jeu. Juste un petit mot à monsieur ou madame Minton Work pour dire que vous ne répondez pas A, B ou C, mais vous répondez un numéro 1, 2 ou 3 cartes qui correspond à une des propositions. Pas si facile pour 10 points. Pas si facile pour 10 points. Non, on ne peut pas mettre C, non. On peut mettre 1, 2, 3 ou 4. C'est tout ce qu'on peut mettre. Voilà, 5 secondes pour voter. Et on peut afficher le barème. Eh bien, la bonne réponse était de dire que le Sud avait tout à fait le droit de poursuivre le dialogue, en posant un Blackwood, par exemple, aux questions A et B, pas à la question C. Donc A et B valaient 10 points. Et les résultats montrent qu'on va passer peut-être 5 bonnes minutes sur cette question, puisque la majorité des votants a voté pour, en disant dans aucune de ces propositions, Sud avait le droit de reparler.
43% des votes nous disent que Sud n'a pas le droit de reparier dans ces séquences. Alors Patrick, ça, on va en parler un petit moment. Ben oui, parce que... L'ouverture au palier de 1. L'ouverture au palier de 1, c'est 12 points. Oui, on ouvre à 12. Mais est-ce que c'est limité en points? L'ouverture? Oui, au palier de 1. Palier de 1, oui, oui, ça peut aller jusqu'à 23. Et oui, moi, j'ai commencé à dire comme ça, alors après, on nuance, mais que c'est de 12 points à l'infini. Bon, c'est de 12 jusqu'à la limite du 2 carreaux forcing de manche. Exactement, qui commence à 24 HL. Donc, c'est de 12 à 23 HL. Il y a plein de mains bicolores que l'on est malheureusement obligé d'ouvrir d'un pic, parce qu'on l'a revu, hein, Michel en parlait, l'ouverture de 2 trèfles fort indéterminés n'abrite que 2 types de distribution, la main régulière ou la main unicolore. Une main bicolore de 22 points, on va l'ouvrir au palier de 1. Donc cette question A, parlons-en, un pic passe 4 pics. Alors, que l'on soit aguerri et que l'on joue la loi des atouts avec 5 cartes à pic et très peu de points, ou alors qu'on débute le bridge depuis un an et demi, et que l'on ait répondu 4 pics avec 13 points HLD pour jouer la manche, pourquoi Sud n'aurait-il pas le droit d'avoir 20 points et une main bicolore magnifique, par exemple, source de beaucoup de levées? À la main A, Nord n'a pas conclu les enchères par cette enchère de 4 pics. On avait tout à fait le droit de mettre 6 pics, de mettre 400 atouts le Blackwood. La main B, cette notion encore une fois importante de se demander si le partenaire a limité sa main. Une enchère au bridge, il y a toujours un plafond, un plancher. Je dis toujours à l'envers, un plancher, un plafond. Sud, en ouvrant un carreau, pour l'instant, il n'a pas limité sa main. Le répondant un cœur de 5 points à l'infini. Sud dit un pic. Alors, il peut toujours avoir ses 12 points, mais il a le droit encore d'avoir jusqu'à 19 HL, par exemple. Nord ne le sait pas. Nord dit 4 pics parce qu'il a lui-même ouverture sur ouverture. Ben, s'il y a 19 plus 12, fait des points de distribution, il peut tout à fait y avoir un chelem encore dans la séquence B. Là, le piège résidait surtout dans la question C, puisqu'effectivement, 2 trèfles est une ouverture forte, donc on pourrait se dire, tiens, bon, on a le droit de continuer. Enfin, on a obligé notre partenaire à nous répondre, il a fait son relais à 2 carreaux, et sur 2 pics, l'enchère de 4 pics est une enchère déceptive, qui signifie, j'ai bien compris que tu avais ton 2 trèfles fort déterminé, mais je n'envisage absolument pas de jouer le chelem avec la main. Quelle serait l'enchère forte, Patrick, à la place de 4 pics pour donner une place au chelem, enchère d'équipe de chelem? Bien, écoute, j'ai bien révisé mes cours avant de venir ce soir et je pense que l'enchère de 3 pics sera adaptée. Voilà, 3 pics est plus fort que 4 pics. Intellectuellement, ça se Il n'est pas une enchère de proposition dans cette séquence. Exactement, il y a une philosophie au bridge, plus on a de jeu, plus on décrit son jeu en laissant de la place à son partenaire. Et quand on connaît le 400 atouts Blackwood et les enchères de contrôle qu'on aime bien faire au palier de 4, en deçà de l'enchère de 400 atouts, eh bien, intelligemment, les théoriciens du bridge, ils se sont dit que dans ce contexte, 3 pics était plus fort que 4 pics. Donc, c'est 4 pics qui était une enchère conclusive. Alors, on est assez content de vous avoir piégé. Michel Non, on n'est pas content de piéger, mais on est content surtout que ça vous soit utile. Parce que l'idée, ce qu'il faut comprendre dans l'idée, c'est que quelqu'un qui dit 2 trèfles, 2 carreaux, 2 piques, finalement, il a une main qui est parfaitement zonée. Il peut pas avoir, il a exactement les 20, 23 HL, etc. Donc, le capitaine de la séquence, c'est le partenaire, puisqu'il, lui, est capable de faire l'addition des points. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a entendu que son partenaire en avait tant, et compte tenu de son jeu, il a décidé de s'arrêter là. En revanche, dans les séquences A et B, la main est beaucoup moins limitée, et donc, ce n'est plus du tout le partenaire, c'est plus du tout le répondant qui est le capitaine de la séquence, c'est l'ouvreur, puisque l'ouvreur, il a une main à géométrie variable. Donc, le répondant se contente de dire ce qu'il a, et l'ouvreur peut continuer. Voilà. En fin de compte, dans les mains A et B, l'enchère de 4 piques, c'est une enchère qui décrit la main bien qu'elle est en hauteur de la manche. Donc, en fonction de la main sud, il peut être amené à reparler. Alors que dans l'enchère C, si j'ai bien compris ce que tu dis, Michel, eh bien, connaissant la main sud, puisqu'elle a été précisée, l'enchère de 4 piques est une enchère de conclusion. Voilà, tout à fait, puisqu'il sait ce qu'a son partenaire. Et si on voulait aller encore plus loin, on dirait, est-ce que si on faisait 2 carreaux forcing de manche, 2 cœurs, 2 piques, et on disait 4 piques,
Là, à ce moment-là, bien regardez, comme le 2 carreau, on ne sait pas ses limites, du coup, le 4 pique ne serait pas un arrêt. Exactement. C'est pas, à ce moment-là, le répondant qui serait le capitaine de la séquence, puisqu'il ne connaît pas le jeu de son partenaire. Il ne connaît pas son plafond. C'est ça l'idée. C'est vraiment cette notion de plancher et de plafond dans vos dialogues, dans les enchères. Essayez toujours de vous poser la question, mon partenaire a-t-il limité sa main ou non? Ça vous mettra sur la bonne voie. On va enchaîner d'ailleurs avec une autre question d'enchères, qui est peut-être un petit peu plus facile. Vous pouvez voter dès l'affichage de la question. On a 4 séquences d'enchères. Et la question est, dans combien de ces séquences, Nord décrit-il une main de 11-12 points? Alors 11-12 points H, HD, HLD. Alors là, vous voyez la main A, on est fité. La main B, il n'y a pas de fit sous les yeux. Un trèfle passe 2 sans atout. Donc on vous laisse regarder ces 4 séquences et nous indiquer qu'en or à ces fameux 11-12 points et on nuancera dans les réponses. Voilà, il s'agit de points HLD quand il y a un fit et de points HL quand il n'y en a pas. Classiquement. Pour 20 couronnes. Donc c'est le répondant Nord. J'ai l'impression que le vote n'est pas parti, Zach. Oui, si tu veux lancer le vote de la question 5. Ils réfléchissent, on va leur laisser un petit peu de temps. 1 cœur, 3 cœurs. Encore 5 secondes. Oh, un peu. Allez, Il y a 30 secondes. 4 séquences là. 30 secondes. On peut réfléchir quand même, François. Oui, moi je le connais le quiz. Parce qu'il faut compter en plus. Celle-là oui, celle-là oui, celle-là non, ça fait combien? Je suis d'accord. On prend notre temps. Le PSG joue pas ce soir. Ah, le PSG, on n'en a pas parlé, au fait. Oui, évidemment, on n'en parle que quand ça fâche. Non, mais maintenant, c'est routine. Qu'est-ce que tu veux? Le PSG gagne tous ses matchs. Donc, Moi, je pense pas que tout le monde en parler ce soir. Je me suis dit, ils vont se lasser. C'est pas comme si on n'était pas certain que le PSG Non, non, c'est sûr. On en parle. Non, mais je pense que le PSG est favorable au Brexit. Ils vont éliminer successivement 4 équipes anglaises. Voilà, il fume un petit peu de hauteur, Michel. Voilà, exactement. Quand on parle du PSG sur France Info, comme si ça intéressait tous les Français, bon, peut-être d'autres sujets intéressants. Allez, encore 5 secondes pour les votes. Ah, bah là, je suis content. On a la bonne réponse qui arrive presque en pole position. Voilà, les votes sont clos. Ces fameux 11 points, les 11 points du répondant, c'est le chiffre magique, 11, quand on est le répondant. Ce chiffre magique dans le sens où il faudra faire un petit effort vers la manche, un petit pas vers la manche à un moment ou à un autre de la séquence. La séquence A, 1 cœur, 3 cœurs, c'est le 11 points pur, 11-12 HLD. Les fameux points de distribution, quand on est fité en majeur, on ajoute ces points de distribution qui comptent autant que les points d'honneur. La main A, 11-12 HD. C'était une bonne réponse. La main B, un trèfle passe 2 sans atout, bah c'est parfait. On rappelle qu'à sans atout, il faut donner le plein de sa main. Un trèfle 1 sans atout, ça existe. Un trèfle 2 sans atout, ça existe. Un trèfle 3 sans atout, ça existe. 2 sans atout, c'est pile 11, 12 moche. Mais on est bien dans les 11 points. La réponse B est juste. La réponse C, Patrick, tu en penses quoi? Enchères d'essai ou pas? Les enchères d'essai, on n'a pas encore appris. Non, c'est lanceur de proposition. Mon partenaire m'a dit qu'il avait la zone 1 de l'ouvreur et j'ai 11 points.
Et je vais lui proposer de jouer la manche en faisant Ben voilà. l'enchère. Tu vois, c'est dans un deuxième temps, c'est la deuxième enchère du répondant. Ben, il nous dit qu'il a 11 points, exactement comme à la question A. Moi, quand les élèves me demandent François, je suis perdu à la 7e enchère, je leur dis oh là, je ne sais pas de quoi on parle. On est l'ouvreur toute la séquence, on est le répondant toute la séquence. Mais j'ai des élèves qui ont des tableaux à rallonge, la 5e enchère, la 6e enchère, on ne parle pas la même langue. Ce qu'il faut comprendre, c'est la dynamique des enchères. Quand votre partenaire a ouvert, il a promis au moins 12, c'est-à-dire un trèfle, un carreau, un pic, et que vous êtes le répondant et que vous avez 11 points, il faudra faire un petit pas vers la manche. Avec 13 points, vous avez la certitude qu'il y a une manche. Donc, la question A est juste, la question C est juste, la question B, elle est juste d'un point de vue point, et la question D, qu'est-ce que c'est que cette... on a l'impression qu'il fit dans un deuxième temps. Donc, Patrick, si tu veux décrypter la question D. D'apparence, elle ressemble un petit peu à la séquence C. Pour autant, il y a quelque chose qui diverge considérablement, c'est que dans un premier temps, j'ai fait un changement de couleur au palier 2. 10 ans de trèfle, j'ai déjà annoncé 11 points et plus. Tu t'es retrouvé un fit après. Bah oui, cette séquence D, c'était le piège un petit peu de l'exercice. C'était la question D qui était fausse. Cette main D, bien sûr, pour tous ceux qui ont appris les fits différés. Elle montre au contraire une envie de jouer le chelem de la part de Nord. C'est l'enchère d'équipe de chelem avec le fit et au moins 16 HLD. Donc on est bien loin de la zone de points 11-12. C'est la manche assurée et même l'envie de jouer le chelem. Donc la mauvaise réponse... Oui. On peut rappeler que deux trèfles qui ont un changement de couleur au palier 2, c'est auto-forcing, donc Nord s'est engagé à reparler. Tout à fait. Et que quand Sud répète les pics, il n'a pas forcément 6 pics, il pourra en avoir que 5. Oui, c'est l'enchère par défaut. Hein. Effectivement, voilà. De répéter sa majeure d'ouverture, ce serait au contraire tout autre enchère que la répétition de la majeure d'ouverture qui montrerait quelque chose d'extrêmement précis. 200 atouts, 15-17, un jeu régulier, faire un saut à 3 pics, 6 beaux pics, dans une main de deuxième zone. Et donc, annoncer un décolleur économique, un pic de trèfle, de carreau, de cœur, ce serait très descriptif, très naturel. Par défaut, on aura tout un tas de mains avec lesquelles on devra répéter sa majeure d'ouverture dans l'attente justement de savoir si Nord a un fit ou non. Voilà, c'est pas des choses que l'on va approfondir donc, pendant le quiz, hein, on peut pas découvrir. Donc, quand il a dit 3 pics, sur 2 pics qui n'en a pas garanti 6 et où il pourra en avoir que 5, il a le fit. Alors, un grand principe au bridge, quand vous retardez l'échéance de la déclaration du fit, eh bien, vous avez beaucoup plus en général. Exactement. Alors, faut pas c'est le fit différé, mais faut pas le différer 36 fois. Hein. Moi, j'en connais certains qui me diffèrent le fit comme ça à la 3e enchère du répondant. Tiens, au palier de 7. Voilà, c'est ça. Non, là, on le diffère une seule fois. On tricote en changeant de couleur parce qu'on a trop de points pour faire une enchère conclusive. Le 1 pic, 4 pics, le 1 cœur, 4 cœurs à partir de la 2e année, c'est beaucoup de cartes et très peu de jeux. Donc, à partir de 13 points, il faudra changer de couleur d'abord. C'est cette question D. La majorité de nos auditeurs connaissent déjà cette notion. Donc, pour répondre à la question posée, il fallait répondre 3, c'est-à-dire les mains A, B et C. Exactement. Mais on a une petite tendresse pour ceux qui ont répondu toutes. D'ailleurs, on a valorisé, on a mis 11 points, 11 couronnes pour les auditeurs qui ont répondu que toutes les séquences étaient justes. Voilà. La question 6. Allez. Ah, on va jouer un peu, on va faire un petit peu de bridge. Alors, on joue 600 atouts. L'adversaire ouest entame du valet de pique. Et il s'agit de faire 12 levées, n'est-ce pas? Donc, on va voir quelle ligne de jeu adopter. On vous laisse réfléchir. Vous pourrez lire les propositions qui sont affichées à droite de l'écran et voir s'il y en a une qui vous convient. Votez 1, 2 ou 3. Bonne réflexion. 600 atouts entame valet de pique. J'ai l'impression qu'on se fait draguer dans le chat. Je lis bonsoir, je suis Françoise. Ah, bonsoir Françoise, je suis François.
Il y a peut-être trop de levées. Hein. Peut-être pas. Bonsoir, François. J'ai cru que c'était une élève, mais même pas. Vous faites des plans de jeu plus rapides que moi. Hein. Il y a beaucoup de votes. « 30 couronnes, c'est que c'est pas facile. » Écoute, déjà, il faut faire 12 levées, on en est déjà à 11. C'est très bien. La méthodologie, elle tient sur un post-it. Quand je joue un contrat sans atout, je compte mes levées certaines. Moi, je le fais, Patrick le fait, Michel Bessis le fait. On ne voit pas pourquoi vous ne le feriez pas. Alors, on va laisser 30 secondes pour voter, hein, pour ceux qui hésiteraient encore. Et on va en parler un tout petit peu. 3 levées certaines à pique. 3 levées certaines à cœur, ça fait 6. 4 levées certaines à carreau, ça fait 10. Et l'as de trèfle, ça fait 11. Il en manque une. Où la trouver? Alors, c'est bien d'avoir repéré l'impasse à la dame de trèfle. Une chance sur 2 que celle-ci fonctionne. Mais on a quand même tout un tas de choses à tester avant et dans le bon ordre. Encore 15 secondes pour voter. J'ai 7 cartes totales à pique, 7 cartes totales à cœur. Déjà une répartition 3-3 du résidu. Je me fabriquerai une levée à pique et à cœur. J'ai envie de pouvoir surfer un petit peu de là-dessus. On a une majorité de bonnes réponses. Félicitations, on va clore les votes. Et on va afficher le barème si tu veux bien. On va décrypter chacune des propositions peut-être. La première, ceux qui ont voté 1, consistait à tirer 4 tours de carreau et défausser un trèfle. Alors on simule. Entame balai de pique, on prend en sud, tirer 4 tours de carreau, c'est évidemment ne pas bloquer les carreaux. On se débarrasse d'abord des honneurs du côté court. Donc le 8 de carreau pour le roi, l'as, je défile 4 levées de carreau et sur le dernier carreau, la défausse est importante. Je défausse un petit trèfle. Bah, pourquoi pas? En tout cas, on voit que là, défausser une petite carte en majeur sur le 4e tour de carreau, eh bien, on se priverait d'une 4e levée à pique ou d'une 4e levée à cœur. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Patrick? Si je commence par les carreaux et que je défausse un petit pique ou un petit cœur au mort, je me prive de trouver une couleur bien partagée chez les adversaires, 3-3. Vous m'entendez? Ah, d'accord. La proposition, en tout cas 2, qui consistait à dire, elle est notée 10 points, hein, c'était pas la bonne réponse, la proposition 2. Tirer 4 tours de carreau et défausser une carte en majeur. Bon, on se privait de trouver un résidu adverse 3-3 à pique ou à cœur. Donc celle-ci, on l'élimine. Regardons la proposition 3. Je tire mes cœurs et mes piques. Bah ça paraît pas idiot, puisque si on a la bonne nouvelle de trouver 3 cartes à pique, 3-3 à pique, 3-3 à cœur, dans l'une des deux, ça suffit à notre bonheur, on a notre 12e levée. En terminant par les carreaux, oui, enfin, ça veut dire je tire 3 levées de pique, je constate un mauvais partage. 3 levées de cœur, vous voyez les 4 jeux, je constate un mauvais partage. Et maintenant, je tire les carreaux. Alors, as, roi de carreau, carreau le valet, carreau la dame. Très bien. Et maintenant, comment je fais mon impasse, Michel? Je suis en bas. Ben, il ne faut pas être en bas. Ah ben, je peux pas. Il n'est pas question de terminer par les carreaux, parce que si on est en bas, on est en bas. Et si on est en bas, on est en bas. Il n'est pas du tout question de terminer par les carreaux, parce que ça nous priverait de la chance principale, qui est quand même l'impasse à trèfle. Exactement. Mais ce n'est pas idiot quand même de vouloir commencer à
attirer ses levées maîtresses. D'abord, en tout cas, pour tester le résidu, c'est une espèce de cumul de chance, non, au début? C'est tout à fait. Tout à fait, mais il faut absolument être en mesure de pouvoir faire cette impasse à trèfle. Donc, absolument, terminer au mort, terminer au mort au moment où vous jouez vos piques et vos cœurs. Pour se donner la chance. Absolument commencer par les carreaux. Voilà, en cas de mauvais partage des piques et des cœurs, on se donne la chance de faire l'impasse. La fin de coup était encore plus belle, n'est-ce pas, Michel? Oui, alors, au début, on va partir comme ça. Donc, on tire les 4 carreaux et on défausse le trèfle. Pourquoi? Pour ne pas perdre une chance de trouver une couleur 3-3. Si on défaussait un pique, eh ben, on ne profiterait pas des piques 3-3. Si on défaussait un cœur, on ne profiterait pas des cœurs 3-3. Donc, on défausse un trèfle qui ne mange pas de pain. Ensuite, on tire, donc une fois qu'on a fait ce carreau, on tire As-Roi Dame de cœur, patatras, mauvaise nouvelle. On tire As-Roi Dame de pique, patatras, mauvaise nouvelle. Mais dans les deux mauvaises nouvelles, la mauvaise nouvelle à pique et la mauvaise nouvelle à cœur, il y en a une bonne. Oui, c'est qu'il y a un adversaire. Oui. Voilà, c'est West qui a les piques. Qui a les piques. Alors, il n'a plus de cœur, il n'a plus de carreau. C'est West qui a le 13e pique. Et c'est vrai que on joue 600 atouts, on a le droit de donner une levée. S'il n'a plus de cœur, West, regardez la main de West. S'il n'a plus de carte à cœur, plus de carte à carreau, on en a parlé, qu'il lui reste juste un pique maître et qu'il se retrouve en main, qu'est-ce qu'il sera obligé de faire, West? Eh bien, il sera obligé de jouer dans notre fourchette à trèfle, non? Ah oui. Il fera le sale travail, finalement, à notre place. Là, le joueur de bridge expérimenté, souvent, il aime bien ce qu'on appelle les remises en main. Quand on a une impasse à faire, si les adversaires peuvent la faire à notre place, c'est encore mieux. Là, c'est du 100%. Si West est obligé de jouer trèfle parce qu'il n'a plus que du trèfle, et que l'on joue en dernier avec As-Dame petit dans la levée, on s'assure de faire une 12e levée. C'était une main très intéressante. Tu veux ajouter quelque chose, Patrick? Simplement, en fait, ce coup-là, on ne chutera que si on trouve les 4 piques et les 4 cœurs à droite et le roi de trèfle à gauche. Dans ce cas-là, c'était pas votre tour. Voilà, c'est ça. Mais on aura pris la peine, en tout cas, de cumuler les chances. Quand on a besoin que d'une levée et que l'on a pléthore de solutions à disposition, là, il y a pléthore de bonnes nouvelles qui peuvent arriver sur la donne, eh bien, on va essayer de cumuler ces différentes solutions. C'est-à-dire de ne pas commencer par une solution qui, si elle échoue, ne nous permet pas d'investiguer les autres qui se présentaient. Voilà. Quand j'ai le choix, vous voyez, besoin d'une seule levée, mais plusieurs solutions, c'est l'ordre qui va compter. On va essayer de jouer sur tous les tableaux. C'est ce qu'on appelle le cumul des chances. Ben, comme dirait Pascal, c'était une remise en main. Finalement, mais on ne le savait pas au début. Ah, c'est beau de faire cette conclusion, ouais. C'est bien. On peut enchaîner avec la question 7. 10 couronnes, là, on se détend. Hein. Petite question d'entame, c'est important les entames. Hein. Un déclarant qui chute, il se cache toujours derrière l'excuse « oui, mais j'ai pas eu la même entame que les autres ». Mais c'est vrai que c'est très important le domaine de l'entame. Donc une petite stémane, sans atout, 2 trèfles de cœur, conclusion à 300 atouts. Qu'est-ce que vous pouvez déduire de cette séquence avant d'entamer? Voilà. Analysez bien la séquence. Très bon indice, très bon indice. Vous avez cette main, vous êtes à l'entame. À vous de sélectionner votre couleur, votre carte d'entame. Vous avez les 4 propositions. Juste pour répondre à l'un d'entre vous qui a posé la question, que devient le 3e trèfle de la main sud? Il part sur la remise en main du dernier pic pour donner la main à Ouest. Quand vous jouez le dernier pic pour remettre en main Ouest, eh bien, vous défaussez de votre main le petit trèfle et vous attendez tranquillement que Ouest vous rejoue trèfle. Et vous gagnez quelle que soit la place du roi de trèfle.
Voilà, pensons fabrication de levées avant de penser aux perdantes. Déjà, essayons de faire le nombre de levées et de se fabriquer des levées. Voilà, toi aussi. Tu dis question inquiétante. C'est quelqu'un qui voit ses perdantes au lieu de voir ses levées. C'est ça, on voit les tempéraments des pitchers. Très important. À leur façon de jouer. Bon, on est très content là, une majorité de bonnes réponses des auditeurs qui ont été bien formés. Donc, 15 secondes pour voter sur cette question. Et on peut afficher le barème. Ah là là, au dernier moment, le 4 de pique s'impose et c'était la mauvaise réponse. La bonne réponse était le 4 de carreau. Alors, cette séquence d'enchères, oui, Patrick. Un stéman. Écoute, moi j'entamais pique parce qu'on m'a toujours dit pique la mort des sans et tout. Alors, Bah déjà, on entame dans sa longue. Bon, bah là, on a deux longues. Tu as entamé pique parce que tu préfères les majeurs. Tu te dis, tiens, ils n'ont pas de pique. Et tu l'entamais dans la majeure, c'est ça? C'est ça. Parce qu'on voit que les piques et les carreaux, ce sont exactement les mêmes cartes. Exactement les mêmes. Bon. Mais la lecture des enchères nous indique que Nord a 4 cartes à pique. Ouais, c'est pas écrit, mais c'est le sous-texte. Le stéman, réponse positive au stéman, Nord conclut à 300 atouts. Le sous-texte, il faut percevoir avant de sélectionner son entame, et que Nord, ayant fait un stéman, a nécessairement 4 cartes à pique dans cette séquence. Alors, est-ce utile d'entamer à pique quand on connaît un adversaire aussi long que soi? Bah non, on entame dans sa longue pour faire des levées de longueur à terme, parce qu'on pense en avoir plus que les adversaires. Donc, il faut se jeter son dévolu sur les carreaux. Et on a été pas spécialement... Si on a été gentil, je trouve, pour mettre 7 points, 7 couronnes à la dame de carreau. Attention, l'entame à 100 atouts d'un honneur provient de 3 honneurs consécutifs. Un petit trou est toléré entre 2 cartes. On aurait dame, valet, 9-4, c'était l'entame de la dame. Dame, valet, 8-4, ça aurait été le 4. Attention à cette habitude d'entamer les têtes de séquence à 100 atouts. Il faut 3 belles cartes, dont 2 qui se suivent. Donc la bonne réponse était le 4 de carreau. Voilà, bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Vous êtes quand même 35% à avoir trouvé la bonne réponse. Et tous ceux qui ont été tentés par le 4 de pique, moi j'aurais été tenté par le 4 de pique aussi. C'est tout simplement qu'ils n'ont pas pris suffisamment le temps d'analyser les séquences. On apprend autant des enchères qui ont été exprimées que des enchères qui n'ont pas été faites, et il faut vraiment étudier la séquence d'enchères. Dans le jargon, on dit qu'il faut bien écouter les enchères adverses avant de se décider. Qu'est-ce que tu as dit? Bien écouter les enchères adverses. Même si on les fait avec des cartons d'enchères, c'est l'expression. Eh bien, écoute, on passe sur la 8, puisque tout le monde est bon à l'entame. Ah, contre d'appel en or. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Patrick? Ouest ouvre d'un carreau. Votre partenaire, il sort la petite croix rouge. Là, j'en ai pas autour de moi. Je suis dans un bureau. Alors, le contre, c'est d'appel, comme tu l'as dit. Ça promet une main d'ouverture minimum, donc un minimum de 12-13 points, avec des critères d'accueil dans les 3 autres couleurs, essentiellement et prioritairement en majeur, où le partenaire est quand même tenu d'avoir au moins 4 et 3. À moins qu'il ait une main très très forte, de 18 et plus, et là, il peut contrer toute distribution. Voilà, en tout cas, c'est une chance d'avoir cette petite croix rouge dans notre boîte à enchères qui montre qu'on a l'ouverture, pas d'enchères naturelles à disposition et au moins 3 cartes dans les 3 autres couleurs. Donc, on va faire confiance à notre partenaire, mais maintenant, il s'agit de lui répondre. Alors, vous avez 3 mains. Elles ont toutes Non, elles ont toutes même exactement 8 points, je vois. La main A, la main B, la main C. Et la question est la suivante. Quand faut-il répondre de cœur à ce contre d'appel de votre partenaire? De cœur, on a fait un petit saut d'ailleurs. On n'a pas répondu un cœur, mais on a répondu 2. Est-ce la bonne réponse? Avec une de ces 3 mains, 2 de ces 3 mains ou toutes les mains? J'en profite juste pour répondre à l'un d'entre vous, à l'une d'entre vous, pourquoi pas le 7 de carreau sur la main précédente? Parce que traditionnellement, à moins que vos conventions avec votre partenaire soient différentes, à 100 atouts, on n'entame pas pair impair, mais on entame 4e meilleur. Donc, alors maintenant, si vous avez des conventions d'entame différentes avec votre partenaire, effectivement,
si vous avez fait le choix d'entamer pair impair à sans atout, ben, il faudra sélectionner le 7. Mais majoritairement parmi vous, je pense que vous entamez, tout comme François et moi, peut-être Michel, je pense, quatrième meilleur à sans atout. Putain, on entame dans sa longue, on n'a rien inventé de mieux. Les Norvégiens entament dans leur longue, les C'est Chinois. pas mal. C'est assez efficace en général. Même si les chances de succès sont supérieures avec une couleur 5e qu'avec une couleur 4e. Ouais, Alors, revenons à très peu d'exceptions à la non-entame dans une couleur 5e. Autant une couleur 4e, parfois, on se trouve une autre entame. Une couleur 5e, c'est extrêmement rare. C'est bien ce sondage, tout le monde, c'est très partagé. Hein. Oui, c'est très partagé, c'est vrai. Là, on a mis quand même des mains qui sont à la frontière des une bonne et une mauvaise réponse. C'est pas froid et massif, hein, elles se ressemblent. Eh oui. Quand même. Il est taquin, ce François. Vous voyez, ce serait pas drôle, on est là pour jouer. Hein. C'est la mode des loisirs créatifs. On va voir si vous avez été créatif dans ces réponses au compte d'appel. Encore 15 secondes, allez, pour voter. C'est équilibré. Le barème va s'afficher. On peut afficher le barème, pardon. Figurez-vous que la bonne réponse était la réponse B, 20 points. Avec les mains A et les mains C, il ne fallait pas répondre 2 cœurs au contre d'appel. Petit rappel théorique, c'est très facile. Les élèves adorent les réponses au contre d'appel parce que tout rentre dans une case. En réponse au contre d'appel, c'est comme si Nord avait l'ouverture. Donc il va s'agir de rentrer dans une case, le jeu dit faible, le jeu dit moyen, le jeu dit fort. Alors le jeu dit faible, c'est jusqu'à 7 points, de 0 à 7 points. Patrick, tu passes pas, hein, c'était pas une réponse envisageable au contre d'appel. Hein. Non. Bon, d'ailleurs, parce que le chiffre 8, c'est un chiffre qu'on retrouve souvent dans les enchères au bridge, parce que 8 associé à une ouverture, eh bien, notre camp est majoritaire. Enfin, en tout cas, il a la moitié du jeu. Exactement. Donc, en fait, le jeu dit faible, c'est 0 à 7 points. Et ben, on ne fera pas la même chose avec 8 points que potentiellement avec 0. Ce qu'on est en train de se dire là, c'est que Sud, il va devoir répondre, par exemple, un cœur avec 0 points. Il ne pourra pas passer sur ce contre d'appel. Alors, c'est pas une enchère libre. Donc, avec 8 points, il faudra faire quelque chose de différent. C'est le jeu dit moyen. 8 à 10 points. Et 11 points et plus, on fera encore autre chose. Alors, nos 3 mains ont 8 points. Commençons par la main B, qui était la seule bonne réponse, finalement. La main B, on a 8 points. Avec 8 points, on regarde si on a des majeurs. Oui, on a des cœurs, mais on se retient de dire un cœur. Il faut produire son effort et dire 2 cœurs pour montrer précisément une main de 8 à 10 points, le jeu dit moyen. Il faut faire un simple saut, on ne peut pas faire la même chose qu'avec 0 points. Donc on se force à dire 2 cœurs, et ça montre exactement 4 cartes à cœur. De 8 à 10 points, avec 5 cartes à cœur, il faudrait faire autre chose. De 8 à 10 points, avec 6 cartes à cœur, il faudrait faire encore autre chose. Bien, de 8 à 10 points, avec 5 cartes à cœur, il faut en dire 3. C'est-à-dire que notre main A, pendant des années, moi j'étais tenté, j'étais pas très studieux, hein, j'étais tenté de dire 2 cœurs avec la main A. C'est pas du tout incongru, mais le problème, c'est qu'avec la main A, on a bien souvent un fit 9e avec le partenaire. Il y a entre 8 et 10 points et 5 cartes, il faudra dire 3 cœurs. On aurait un cœur de plus à la main A, avec le même nombre de points, il faudrait dire 4 cœurs. Donc la main A, malheureusement... La loi des atouts. Ouais, effectivement, la main A était très tentante, mais c'était une mauvaise réponse. Quant à la main C, on a une petite tendresse aussi, hein, c'est pour ça que tous ceux qui ont voté que toutes les réponses étaient bonnes, on a quand même mis 10 points sur 20.
La main C, quel est l'inconvénient, Patrick, pour ne... Si votre partenaire a 4 cartes à pique et 3 cartes à cœur, on a tapé la mauvaise. C'est ça, parce que, attention, en réponse au contre d'appel, on donne le plein de sa main. Et bien souvent, votre partenaire va passer. Donc, effectivement, on peut tomber sur la mauvaise couleur. Et ce qu'il est convenu de faire avec la main C, c'est de transférer un petit peu le bébé au partenaire en faisant le cubide, tu sais, en nommant la couleur de l'adversaire, en disant 2 carreaux. Les cubides, ils peuvent provenir de tout un tas de types de mains différentes, en réponse au contre d'appel. Pour ceux qui découvriraient ce soir, on ne va pas en parler trop longtemps, mais le cubide provient de beaucoup de mains qui ont 11 points et plus, parfois même avec exactement 4 cartes en majeur. Et là, c'est un petit peu l'exception difficile du cubide. Quand on a les 2 majeurs quatrièmes entre 8 et 10 points, ben on commence par dire 2 carreaux, nommer la couleur de l'adversaire, pour effectivement, comme le disait Patrick, trouver notre fit en majeur. Donc, on fera suivre de l'enchère de 3 cœurs pour proposer la manche à notre partenaire. Mais on sera obligé de reparler après. C'est encore un autre sujet, mais effectivement, le cubide et l'auto-forcing. D'ailleurs, on peut rajouter que c'est le seul cas où, quand vous cubidez sur un contre d'appel, vous avez soit 11 points et plus avec différentes configurations de mains, mais on ne va pas faire le cours ce soir. Il n'y a qu'une seule main où vous avez moins de 11 points. Vous avez la zone 8-10, c'est quand vous avez les 2 majeurs quatrièmes. C'était le cas de cette main C pour les experts, effectivement. Voilà, en tout cas, on se souvient qu'en réponse au contre d'appel, on est évidemment obligé de répondre. C'est une intervention super, hein, le contre d'appel, qui laisse des perspectives au camp qui n'a pas ouvert. Très intéressant. Et je te propose qu'on passe à la question pour 50 couronnes. Attends, il y a Alain Martin qui nous dit que la réponse A, si le partenaire a 2 cœurs et 4 piques. Je change de partenaire. Ah, très bien. Michel dit je change de partenaire. En fait, les critères pour faire le contre d'appel, c'est bien beau hein, d'avoir cette possibilité de contrer. On a dit il faut l'ouverture. Mais accessoirement, on a dit il faut détenir au moins 3 cartes dans les 3 couleurs non nommées. Donc, c'est-à-dire que l'on regarde ce qu'on a en fonction de l'ouverture de l'adversaire. Là, en l'occurrence, West avait ouvert d'un carreau. Donc, il faut détenir au moins 3 cartes dans les 3 autres. Bien sûr, une préférence pour les majeurs. Mais là, avec 4 cartes à pique et 2 cartes à cœur, il n'était pas acceptable de faire un contre d'appel. Il aurait fallu au moins 3 cartes à cœur. Voilà. Ou il possède 18 points et plus. Alors là, il pourra tranquillement voilà, sur les 100 atouts, probablement. Quelle que soit sa distribution, effectivement, avec 18 points et plus, il devra produire cette enchère de compte sans critère de distribution. Quelle enchère en cœur, c'est ça? C'est ce qu'il y a décrit? C'est ce que je lis? Eh bien, on peut rappeler peut-être les différentes enchères possibles. Sur la main A, vous allez répondre 3 cœurs parce que vous avez la garantie de trouver au moins que 3 cartes à cœur. Donc, la présence du fit vous permet de vous exprimer au palier 3. La main B, qui compte 8 points également, mais avec seulement 4 cartes à cœur, eh bien, vous vous contenterez de dire 2 cœurs. Quant à la main C, plutôt que de choisir l'une ou l'autre, on va demander au partenaire ce qu'il possède en faisant un cubide. Et notre partenaire qui nous nommera soit les cœurs, soit les piques, eh bien, on le soutiendra au palier de 3. Ça ne sera pas une enchère forcing, ça sera une enchère de proposition. Et on aura retrouvé notre fit. Eh bien, tout le monde est impatient de découvrir la question à 50 points. Eh oui, à 50 couronnes, pardon. Oui, bon, pareil. On peut appeler ça des points. Voilà, pour 50 points, notre question 9, qui va être une question de jeu de la carte. On découvre la séquence ensemble, un trèfle, un pique, un 100, 300. Tout à fait quelconque. West entame de la dame de cœur. Et c'est à vous. Objectif 9 levés. Alors attention, il va falloir du temps pour lire les propositions, là. Oui, déjà, moi, je vous propose que vous réfléchissiez à ce que vous auriez fait. Et après, vous lisez les propositions. Ce qui est certain, c'est que dans chacune des propositions, on prend l'entame. Hein. Dame de cœur, on prendra. Et il faut réfléchir à votre ligne de jeu pour faire 9 levés. Et en fait, on va sûrement jouer sur les piques, mais comment? Et oui, on voit que les piques peuvent nous fabriquer de levées dont on a bien besoin. Mais comment? Partir de la dame, jouer vers le valet, on se dit que ça ne change rien.
C'est le débat très important de cette donne. Pendant que vous réfléchissez, je vois que les réponses au contre d'appel font débat, qu'on voit beaucoup de questions, et notamment avec la main C, comment répond le contreur sur le qubit? Oh là là. On y répond après peut-être pendant que... Oui, on va vous laisser réfléchir. Ah oui, oui. Et puis encore une fois, c'est un sujet qui se travaille. Les élèves adorent les réponses sur le compte d'appel. Il suffit d'apprendre. Donc, vous nous envoyez votre mail, votre mail, on vous envoie le cours sur le sujet si vous voulez. Non, moi je vais jouer sur les pics, hein, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça change quelque chose de jouer la dame de... J'ai l'impression que ça change rien. Hein. C'est toi qui as fait des questions. La bridge est une éternelle... Pour moi, ça se mérite. Ouais. Il a oublié la réponse. Ah, ça va, j'ai mes anti-sèches au cas où. En début de quiz, on a dit qu'il y a quelque chose qu'on aimait bien, c'est que les grosses cartes adverses, elles capturent plutôt des petites cartes que nos grosses cartes. J'aimerais bien avoir le 9 de pique en plus, mais je ne l'ai pas. On n'aurait pas mis la donne avec le 9 de pique en plus. Hein. En tout cas, pas pour 50 couronnes. Pas pour 50 couronnes. Alors, se débarrasser des honneurs du côté court. Oui, moi j'ai souvent entendu dire ça. Est-ce que ça va marcher là? On va laisser 30 secondes pour voter. Pour éviter de me bloquer, je dois me débarrasser des honneurs de la main courte. Alors, ça veut dire qu'il faut que je joue la dame de pique. Enfin, là, je vois pas trop de blocage à l'horizon. Hein. J'ai tous les trèfles, la soie dame. J'ai l'impression que ça marche pas, ma phrase magique, là. Il doit pas être ça. Allez, 10 secondes. Voilà. La messe est dite. Les dés sont lancés. C'est pas On mal. peut afficher le barème. Et les 4 jeux, surtout, ça va bien nous intéresser, les 4 jeux. Patrick, on va se concentrer sur nos pics. Oui. Pour fabriquer les 2 levées qui nous manquent, il faut effectivement faire 2 levées de pique. On a beau tourner la donne dans tous les sens, il n'y a que ça d'intéressant. Alors j'en ai 7. 13 moins 7 égale 6. Si c'est réparti 3-3, j'ai l'impression que je peux jouer les piques n'importe comment et j'y arriverai. Mais c'est plus souvent réparti 4-2. Une répartition 4-2 est d'ailleurs plus probable qu'une répartition 3-3. C'est un petit peu contre-intuitif, mais essayons de nous souvenir de ce principe. Quand il manque un nombre pair de cartes, eh bien, elles seront plus souvent mal réparties que bien réparties. Alors que quand il manque un nombre impair de cartes, là on en a 7, 13 moins 7 égale 6. S'il avait manqué un nombre impair de cartes, bah, par exemple 5 cartes, ça se comprend qu'elles sont plus souvent réparties 3-2. Je ne vois pas la caméra. 3-2. Voilà. Que 4-1. Mais quand il manque un nombre pair de cartes, en l'occurrence 6, la répartition adverse sera plus régulièrement 4-2 que 3-3. Voilà. Est-ce que c'est une donnée qui peut te faire jouer d'une façon ou d'une autre, ça, Patrick? Oui, je pense que je comprends mieux. Moi, j'avais appliqué un truc qu'on m'avait appris il y a longtemps, mais j'ai l'impression que ça marche pas. Ou quand on avait des honneurs équivalents, on commençait par jouer les honneurs vers les honneurs du côté court pour pas se bloquer. Voilà. Bon, c'est pas une bonne formule, ça. Ça marche pas bien. Disons que si, moi j'aime bien cette recette de cuisine si tu veux, mais il faut savoir à quel objectif elle répond. Se débarrasser des honneurs de la main courte, c'est pour éviter de se bloquer. Là, on n'est pas dans une situation où on a peur de se bloquer.
En revanche, il y a un principe universel qui consiste à dire au bridge, et ça vous servira dans toutes les situations, je joue des petites cartes vers des grosses un maximum de fois possible. Bah, en or, au mort, on a le valet, le 10 de pique. Dans la main du déclarant, ensuite, on n'a que la dame de pique. Donc, si je comprends bien, ce principe de jouer, bah attends, là, on est vraiment aux prémices de la réflexion. Ce principe de jouer vers, le plus souvent possible, vers des grosses cartes, qu'est-ce que ça peut permettre dans la mise en œuvre, comme chose qui se passe dans les cartes fournies par les adversaires? D'éviter, peut-être, qu'un de nos honneurs se fasse capturer. Alors, faisons le test. Je pars du 2 de pique. White va fournir le 6. Je joue le 10. Eh bien, la bonne réponse consistait à dire, je joue ainsi, et plus tard dans la donne, il faudra que de sud, je rejoue une petite carte en sud, le 4 de pique, et là, l'as de pique va tomber dans le vide. L'as de pique ne va pas capturer un de nos honneurs. Alors, c'était une mauvaise nouvelle, oui, de voir que les piques étaient 4-2, mais comme on a joué dans les règles de l'art un maximum de petites cartes vers nos grosses cartes, on a eu une bonne nouvelle dans notre mauvaise nouvelle, et on est vraiment récompensé par notre façon de jouer. Tu vois un petit peu. J'ai bien compris. Alors, je vais essayer de résumer ce que tu m'as dit. Donc déjà, je dois éviter de me faire capturer mes honneurs. Donc, on évite de jouer un honneur en première position. Voilà, ce serait le autant que faire se peut, on joue petit vers des honneurs. Exactement. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, bah, si je joue petit vers la dame, c'est également jouer petit vers un honneur. Oui. Mais la différence, c'est que je ne pourrais pas le renouveler, c'est ça? Je ne pourrais pas le faire une deuxième fois. Et c'est le fameux adage qui n'est pas très explicite, que tout le monde, peut-être parmi nous, a déjà entendu. C'est le principe « je joue vers les honneurs groupés ». Alors, les honneurs groupés, c'est finalement la main qui comporte plusieurs honneurs. Nord a 2 honneurs, Sud n'a qu'un honneur. Il faut jouer vers les honneurs groupés, une phrase qu'on entend souvent ou qu'on lit souvent. Ben, ça veut dire je joue un maximum de fois vers la main qui a le plus d'honneurs. C'est concrètement pour rendre l'accident de la défense possible, que l'as soit joué sans capturer notre valet, notre 10 ou notre dame. Et malgré le mauvais partage, on arrivera à faire nos 2 levées de pique jouant ainsi. On peut noter qu'effectivement, ça va produire un blocage parce que la dame de pique va se retrouver isolée, mais nous avons suffisamment de communication, et notamment avec As-Roi Dame de trèfle, à la fois pour débloquer la dame de pique au 3e coup de pique et retourner chercher le valet espéré qui nous produira la dernière levée manquante. Alors, je voudrais dire quelque chose sur cette donne. Elle illustre également de façon intéressante l'idée de petit en second et honneur sur honneur pour la défense. Regardez, oui. Si quand vous jouez le 2 de pique, l'adversaire plonge de l'as de pique, il vous aide beaucoup. Parce qu'après, il ne reste plus qu'à jouer la dame pour faire tomber le roi. De la même façon, si vous jouez la dame de pique et qu'il ne met pas honneur sur honneur, c'est-à-dire qu'il ne met pas son as de pique, eh bien du coup, son as de pique va tomber sur le 2 au prochain tour et donc ne va rien capturer et il n'aura pas bonifié le roi de pique, le 9 de pique de son partenaire. Donc ceci illustre également la théorie de la défense, c'est que si on lui joue un petit, il doit mettre petit en second, et si on lui joue la dame, il doit absolument mettre l'as. Tu es en train de nous dire que même si on ne joue pas au mieux de ses intérêts, ben on peut gagner quand même. Ah oui, si l'adversaire. Parce que moins par mois, ça fait plus. Moi, en tout cas, je suis bluffé par la qualité des réponses. Il y a 65% des auditeurs qui ont voté pour la bonne réponse. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, si c'est vraiment le fruit de nos échanges, là, tous les trois. Félicitations, en tout cas. Pas déjà. Félicitations, en tout cas. Et peut-être que la formulation paraissait plus attractive, je ne sais pas. Je prends du roi de cœur, je joue pique. Je ne me souviens plus exactement de la formulation. Oui, je prends du roi de cœur et je joue petit pique vers le 10. Plus tard, je rejouerai spécifiquement petit pique vers le valet. Ça paraissait peut-être tellement... Ça avait l'air louche, ça sentait que c'était on sentait que c'était la bonne réponse. Alors, il y a une question. Et si S laisse passer le premier tour de pique, que se passe-t-il? Donc, vous allez vous retrouver en main, soit au valet, soit au 10. Alors, il faudra refaire pareil. Il faudra recommencer de la même manière, c'est-à-dire votre plan qui consistait à jouer 2 fois petit vers valet 10, eh bien, vous n'abandonnez pas, vous recommencez tout simplement, et vous jouez petit, vous remontez dans votre main,
vous revenez en sud Par l'as de carreau. par l'as de carreau et vous représentez un petit pic. Alors, on vous a mis une donne difficile, mais photographiez bien cette situation. Vous avez par exemple roi, valet, petit, petit et dame, petit, petit. On se dit que c'est indifférent de jouer dans un sens ou dans l'autre. Ben non, roi, valet, petit, petit, en face de dame, petit, petit. On joue petit vers son valet. Si jamais on fait la levée, parce que là, il manque que l'as dehors, on revient dans sa main pour jouer petit vers le roi, encore une fois, dans l'espoir que l'as second tombe dans le vide. C'est des situations qui sont plus connues encore que celles qu'on vous a exposées ce soir. Alors, Le roi-dame petit-petit en face de valet petit-petit. Ce n'est pas à prendre par cœur. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on doit jouer le plus souvent possible au bridge des petites cartes vers des grosses, pas gaspiller ses honneurs. je viens de dire que, en fin de compte, pour répondre à la question que tu avais posée, à savoir que nos auditeurs étaient nombreux à avoir trouvé, puisqu'ils étaient 65% pratiquement à avoir trouvé la bonne réponse sur cette question à 50 couronnes, eh bien, la conclusion qui a été faite par l'un ou l'une d'entre vous était: on a des bons profs. Ah, c'est sympa. Vous pourrez suivre le prochain quiz perfectionnement. Hein. Le prochain quiz, je crois que c'est un quiz perfectionnement, Patrick. Avec Anne-Laure Tartarin, le jeudi 24 avril à 18h30. Niveau perfectionnement, effectivement. Un petit peu plus dur. Est-ce qu'on a des résultats ou des choses à afficher encore d'un point de vue... Alors, avant qu'on passe au résultat, si tu veux bien, il y a eu beaucoup de questions sur ce contre d'appel et je pense qu'on ne peut pas se quitter sans quand même qu'on dise un petit mot à l'une ou l'un d'entre vous qui a dit que si le partenaire répond sur le contre d'appel un cœur, son partenaire mettra un sans atout. Aïe, 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 non. Alors, on ne peut pas laisser passer ça. Non, on ne peut pas laisser passer ça. Alors, on a obligé notre partenaire à parler. Alors, il y a des joueurs de bridge, il y a les bons joueurs et les mauvais joueurs. Les bons joueurs, c'est ceux qui ne voient que leurs mains. Et les mauvais joueurs et les bons joueurs, c'est ceux qui tiennent compte de ce qui s'est passé. En faisant un contre d'appel, on a obligé notre partenaire à parler potentiellement avec 0 point. Donc, techniquement, ce qu'il est convenu, c'est que le contreur d'appel n'aura le droit de reparler sur une réponse la plus économique qui soit de son partenaire, un cœur, un pic, 2 trèfles par exemple. Un pic, contre d'appel, passe, votre partenaire vous répond 2 trèfles à votre contre d'appel. Il était obligé de parler, si ça se trouve, il a 5 cartes à trèfle et 0 points. Il a fait une réponse la plus économique qui soit, on l'a obligé à parler. Eh bien, pour se permettre de reparler alors qu'on a produit son contre d'appel, il faut au moins 18 points. Quand votre partenaire répond le plus chichement qui soit, le plus économiquement possible à votre contre d'appel, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait de saut, là, comme notre histoire de un carreau contre, je fais un saut à 2 cœurs, j'ai donné le plein de ma main. Si votre partenaire vous répond un cœur, un carreau contre un cœur, pour reparler, même dire un sans atout si les cœurs ne nous plaisent pas, il faut au moins 18 points. Sinon, on punit le partenaire, on l'oblige à parler, et puis on en remet une couche, et les travers qui reviennent très souvent dans beaucoup de séquences au bridge. Bien écouter le partenaire. Et voilà. Donc dernière question avant de la situation passer au dernier sondage par l'auditeur n'était pas possible. Une dernière question, si tu veux bien. On revient à la dernière question à 50 couronnes. Oui. Et la question est: si Est possédait As-Roi de pique 4e, je crains fort que les carottes soient cuites. On aura fait notre maximum. Oh, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de docteur, comme on dit, dans ces cas-là. Et en fin de compte, ça me rappelle une phrase que j'ai entendue il y a très longtemps. Même quand on joue bien, on peut chuter quand même. Ah oui, là c'est sûr. Allez, on passe, Zach, si tu veux bien, au Toto. Donc, voyons un petit peu. Vous avez eu le temps de comptabiliser vos couronnes. Voyons un petit peu les résultats. Alors, tu nous expliques là. Alors, si vous avez fait moins de 100 couronnes, vous tapez 1. Entre 101 couronnes et 150, vous tapez 2. 151 et 190, 3. Et alors, si vous avez entre 190 et 200 points, c'est royal, vous tapez 4. Si vous êtes honnête, vous répondez 1. Si vous êtes malhonnête, vous répondez 2. Parce que là, on s'en remet quand même à l'honnêteté. Très malhonnête. Bon, ça me fait penser un peu aux magazines, les sondages, tu sais, dans les magazines de psycho, les magazines féminins. Vous avez un maximum de 2, c'est que vous avez un tempérament.
C'est le coach qui revient là. Oui, oui, Coach mental. des formations professionnelles. Bon, bah, on a des C'est gens pas en âge mal. bien, personne Pas n'a mal. tout juste, et tout le monde a la moyenne. Donc, on vous remercie en tout cas de votre participation. Merci Patrick, merci Il Michel. reste un dernier sondage. Attends, Un dernier encore un sondage. sondage. Oh là, on va pas se quitter comme ça. Alors, en cas, le dernier sondage, Jacques. Alors, comment jugez-vous le niveau du quiz que Michel vous a proposé ce soir? C'est pas moi. Voyons voir. Toi, Michel. Ah, c'est Parce que, François. il va falloir François. changer. parce que Michel Il est va falloir toujours là. changer de nom ici à chaque fois. C'est moi qui fais le premier, en fait. Non, c'est moi qui fais le premier, c'est tout. C'est resté. D'accord. Bon, mais ça, de toute façon, on a de la chance. Et puis, voilà. Trop facile, non, personne. Ouf. Écoute, tu fais là-bas. Ah, voilà, c'est parfait. Quand tu es Très bien. entre adapté et un peu difficile, c'est exactement ce qu'on veut, parce que il faut qu'il y ait un petit peu de challenge, quoi. C'est un concours, c'est pas un cours. Bon, bah, on reviendra volontiers vous voir. Bravo, bravo. Voilà. Bravo à tous. Bravo à François. François. Bravo à tous les auditeurs, parce qu'ils ont été brillants. Et on vous Bravo souhaite à une bonne François soirée. pour le quiz qu'il nous a proposé. On vous rappelle, donc, avant de se quitter, le 24 avril, avec Anne-Laure Tartarin, niveau perfectionnement. À bientôt. Bonne soirée. Merci Bonne François. soirée à Merci tous. Michel. Merci. Au revoir. Salut François. Au revoir Patrick.